Bonjour mes amis, je parle beaucoup de codépendance sur cette chaîne YouTube et je n'ai jamais pris le temps de détailler ce que c'était précisément. Donc je vous propose qu'on voit ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner 14 traits de caractère, 14 choses que vous faites peut-être au quotidien et qui seraient la preuve que vous êtes ce qu'on appelle un codépendant, ce qui pourrait aussi être appelé une personne qui veut trop faire plaisir. Alors, il y a une grosse différence pour démarrer entre dépendance affective et codépendance. La dépendance affective, c'est une personne qui n'a jamais assez d'amour. On peut lui dire « je t'aime » 1000 fois, elle aura encore besoin qu'on le redise 3000 fois et ça ne sera jamais suffisant. C'est comme une espèce de puits sans fond. Ça, c'est la dépendance affective. C'est quelque chose qui se soigne, qui se traite et qui fait que parfois on peut rester dans des mauvaises relations juste parce qu'on a besoin constamment de cet amour. Il y a une très belle phrase qui décrit la dépendance affective. Ça dit « si jamais tu vas dans le désert et que tu as soif, tu bois une bouteille d'eau, c'est normal. Si maintenant tu vas dans le désert, tu as soif et tu bois des milliers de litres d'eau et tu as toujours soif, c'est qu'il y a un problème. La dépendance affective, on est à peu près là-dedans. C'est une personne qui a besoin maladivement qu'on la rassure, qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'elle soit là et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la dépendance affective. Maintenant, passons à la codépendance qui est un peu différent. La codépendance, pour situer, c'est lorsque mon humeur dépend totalement de ton humeur. Si jamais la personne en face de moi est triste, je suis triste. Si jamais la personne en face de moi est heureuse, je suis heureux. Et surtout, j'ai l'impression que si la personne en face de moi est triste, je pense que c'est de ma faute. Donc, je vais tout faire pour que cette personne soit heureuse. Donc, vous voyez que les mots se ressemblent beaucoup entre dépendance affective et codépendance, mais on parle de choses qui n'ont pas grand-chose à voir, même si au passage, on peut être dépendant et codépendant, c'est tout à fait possible. Donc, avant de démarrer cette vidéo et de vous lister ces 14 points, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Les statistiques sont énormes de cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes mes ambassadeurs, c'est grâce à vous que de plus en plus de gens vont connaître cette chaîne. C'est aussi à vous après d'aller transmettre mes conseils à d'autres personnes. Vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe quand vous le souhaitez, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h à peu près. Le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Il vous proposera éventuellement un accompagnement si vous le souhaitez. En tout cas, il est là pour vous répondre, pour vous donner des infos. Parfois, une phrase peut faire une grosse différence dans la vie. Alors, tout premier point, c'est qu'on a peur des émotions négatives, que ce soit de soi-même ou des autres. On l'a dit tout à l'heure, la personne qui est codépendante se sentira responsable déjà des émotions des autres. Exemple tout bête, vous êtes à un dîner de Noël, tonton Hector, qui est vieux, rouge et bourré, tombe la tête dans son assiette. Le codépendant se dit, l'enfant codépendant se dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. L'oncle se lève, il crie après tout le monde. L'enfant codépendant se dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Alors qu'en fait, en réalité, non. Le tonton Hector est juste bourré, il est la tête dans son assiette et c'est lui que ça regarde. Mais ça, c'est un exemple un peu extrême. Mais au quotidien, on peut se lever le matin et voir son conjoint ou sa conjointe qui est triste et on a une espèce de boule au ventre. Ça vient changer totalement notre matinée. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai peut-être dit quelque chose, j'ai peut-être fait quelque chose, ou peut-être que je n'ai pas dit quelque chose ou pas fait quelque chose. Et là, on vient, on pose des questions. Ça va mon chéri, ça va ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu n'es pas très bien. En fait, c'est peut-être juste que ton amoureux a mal au ventre ou il se passe quelque chose ou pense à son travail. C'est peut-être pas du tout en lien avec toi, mais d'instinct, tu vas penser que ça vient de toi. Et si on regarde du côté de l'enfance, ça a souvent été communiqué ou méta-communiqué, c'est-à-dire par la façon de se comporter, qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il était un fardeau ou un tracas. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on est adulte, après ça, on se traîne cette saleté de codépendance. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se soigne et qui peut être guéri de manière très rapide. Donc, le deuxième point, c'est la naïveté. Typiquement, ça peut être, ce qui est qualifié un peu pompeusement sur ce texte, une insistance névrotique à ne pas voir la réalité telle qu'elle se présente. Ça peut être typiquement l'autre en face est en train de me hurler dessus, mais il a forcément des bonnes raisons. C'est pas très grave, il a dû se passer quelque chose dans sa vie et c'est pas contre moi, c'est une personne qui est gentille. Là, dans cet exemple, il y a quelque chose qui est un peu naïf. En fait, l'autre est peut-être juste un tyran, un manipulateur, une personne despotique, peut-être vraiment un problème. Et le codépendant aura tendance à beaucoup excuser de manière naïve. Non, mais c'est pas grave. Et puis, dans un couple, ça arrive. L'autre a le droit de crier, l'autre a le droit de tout casser dans la maison. Ça arrive, c'est pas grave. Troisième point, le désir d'être aimé, qu'on retrouve donc également dans la partie codépendante, parce qu'on n'a souvent pas obtenu d'approbation à la maison. Ça peut
amener les gens à être dramatiques parce qu'ils sont accros à l'attention. Et ça peut aussi devenir, à un moment donné, un trouble de la personnalité limite où on a désespérément besoin de l'attention de l'autre. En réalité, quand on a ce besoin d'être validé, d'être aimé par l'autre, c'est aussi qu'on en attend quelque chose au final. On veut que l'autre soit heureux pour aussi nous rendre heureux. On peut aussi tourner ça dans l'autre sens. C'est pas qu'un besoin de rendre l'autre heureux, c'est rendre l'autre heureux pour être soi-même heureux de manière assez égocentrée. Quatrième point, le besoin compulsif d'être validé. Typiquement, ça va être le besoin de se fier en permanence à des figures d'autorité. Qu'est-ce que vont penser mes parents si je fais ça? Non, je ne peux pas t'épouser parce que qu'est-ce que vont penser mes parents si je fais ça? Ou alors on doit se marier parce que mes parents m'ont dit de le faire. Que pensent mes professeurs? Que dit mon médecin? Que dit mon avocat? Que dit le gouvernement? Que dit mon mari? Que dit ma femme? Que dit ma copine? Attends, d'abord, il faut que j'aille valider. J'ai bien envie de faire ça, mais je vais quand même valider auprès d'elle que oui, je peux aller boire un café avec toi cet après-midi, que ça ne la dérange pas, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc on a besoin en permanence d'être validé par l'autre. Point suivant, l'incapacité à dire non. C'est le signe probablement le plus clair, le plus simple à détecter, l'incapacité à dire non. Quelqu'un vous dit, on va reprendre l'exemple du café de tout à l'heure, quelqu'un vous dit passe chez moi boire un café. Et en réalité, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez répondre non? Ou non, j'ai pas envie? Non, en réalité, qu'est-ce que vous allez répondre? Peut-être que vous allez dire je ne sais pas. Peut-être que vous n'allez même pas répondre au SMS. Peut-être que vous allez dire écoute, je vais voir, je dois me renseigner, voir si je suis dispo. Peut-être que vous allez inventer quelque chose. Écoute, j'aurais bien aimé, j'aurais vraiment bien aimé, mais il s'avère que ma mère qui arrive d'Australie avec mon cousin qui arrive d'Allemagne passe à la même heure, donc je ne peux pas. Et vous voyez, là où une personne équilibrée dirait juste non. Passe boire un café demain à 16 h, non. Pourquoi? Je n'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous savez dire ça? Est-ce que vous savez dire ça ou pas? À la boulangerie, est-ce que vous vous retrouvez coincé dans le fait parfois de devoir acheter des choses parce que l'autre vous a regardé, parce que ça fait plaisir à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà offert beaucoup de cadeaux à votre compagnon, parce que ça lui faisait plaisir, parce que vous sentez qu'il l'avait demandé implicitement, vous n'avez pas su dire non et hop là, vous avez fait des cadeaux derrière. Sixième point, conscience excessive. Vous êtes une personne qui est très bonne pour écouter les autres, mais quand il s'agit, vous, de vous exprimer, vous allez accélérer au maximum la vitesse de ce que vous allez dire. Donc, l'autre vous parle de lui pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand c'est à votre tour de parler, vous allez déglutir un petit peu, vous parlez vite, 3-4 phrases, parce que vous pensez que vous allez leur faire perdre leur temps, parce que votre vie n'est pas intéressante, parce que vous êtes qui là-dedans pour oser vous imposer et déranger quelqu'un par rapport à votre vie. Septième point, vous avez un sentiment de vous qui est flou. C'est par exemple ne pas précisément savoir là où démarre l'un et là où finit l'autre. Par exemple, est-ce qu'il faut tout faire par amour? Est-ce qu'on est un seul? Est-ce qu'un couple, c'est une seule personne qui fusionne ou est-ce que c'est 2 personnes différentes? Est-ce que dans une relation d'amitié, est-ce que l'autre peut te demander quelque chose et ce qu'il faut du coup forcément accepter? On a un sentiment qui est flou et comme on ressent tellement les émotions des autres, eh bien, à un moment donné, on se sent impliqué dans la vie de l'autre, dans sa tête, et on est capable de vraiment tout donner pour que l'autre soit heureux. 8e point, on a parlé de dépendance affective tout à l'heure, revenons-y. Ça peut conduire souvent, pas tout le temps, comptez au passage le nombre de points, dites-moi le nombre de points que vous avez dans les commentaires juste en dessous. Ça peut conduire à des romances éclairs et à une obsession pour une personne que vous ne connaissez pas vraiment. Parfois, il y a beaucoup d'émotivité et cette dépendance émotionnelle vous expose aux abus. Vous ressentez tellement ce que l'autre veut, vous voulez tellement lui faire plaisir, vous avez tendance aussi à projeter de manière naïve et une connotation qui est très négative, mais à projeter de manière enfantine un monde idéal où tout se passerait bien, que vous pouvez arriver sur des relations qui vont très vite, où vous tombez éperdument amoureux de quelqu'un que vous connaissez à peine. 9e point, c'est faible estime de soi-même. Vous êtes élevé dans un environnement où vous avez été maltraité, on ne vous a pas considéré, on vous a dit que vous ne serviez à rien sur Terre. Donc vous arrivez quelque part à l'âge adulte avec cette mauvaise estime de vous-même, vous ne vous considérez pas. Dites-moi en dessous. Au passage, je vous mets tous ces points
Ce n'est pas pour vous juger, ce sont tous les points qui correspondent à ma codépendance que je me suis traîné pendant des années. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je partage juste quelque chose que j'ai vécu et je vous le partage à vous. 10e point, la surintellectualisation, c'est le besoin de rationaliser, intellectualiser, justifier les actions des autres. On a dit tout à l'heure, oui, mon père est violent, mais il a bon cœur. Oui, certes, ma mère me battait quand elle était ivre, mais on avait au moins un toit au-dessus de notre tête, on avait au moins de quoi manger. Elle était là à la sortie de l'école pour me recueillir quand même. Et alors là, pour un pervers narcissique, c'est idéal. On arrive dans le meilleur cas possible. Pervers narcissique voit déjà tout ce genre de points. Il sait qu'il va pouvoir en jouer. Il sait qu'il va pouvoir jouer la tristesse pour nous faire du mal, jouer le bonheur pour nous faire du bien. Il peut totalement nous maîtriser juste en jouant sur ses propres émotions et sur toutes les failles que je suis en train de vous lister. 11e point, immaturité. C'est par exemple une approche immature de la vie où c'est… Moi, on m'a souvent dit que c'est pas une bonne poire, mais que je croyais tout ce qu'on me disait. Et j'en rigolais même au bout d'un moment quand j'étais adolescent. Je disais oui, mais c'est parce que je suis quelqu'un de gentil, parce que c'est comme ça, parce que c'est une qualité en réalité. Et en réalité, c'est parce qu'on donne tellement d'importance à l'autre que ce que l'autre nous dit, on y croit à fond sans jamais le remettre en question. 12e point, altruisme excessif, c'est toujours faire un effort en plus pour que tout le monde se sente bien parce que c'est votre responsabilité. Ça peut aller par exemple d'un dîner que vous faites à la maison, vous allez tout faire pour que les gens se sentent bien à table, que l'odeur soit la bonne, que les lumières soient les bonnes, que les bougies soient les bonnes, que les plats soient les bons. En plus, vous connaissez les goûts de chacun pour être sûr que chacun aura exactement ce qu'il souhaite manger. Donc, vous serez même capable de faire 2-3 plats différents. Si jamais c'est vos amis, si jamais quelqu'un a besoin d'argent, vous serez le premier à aller lui donner. Si jamais quelqu'un a besoin d'un service, un déménagement, vous êtes toujours le premier à y aller. Vous êtes une personne qui est altruiste au maximum. Alors l'altruisme, c'est chouette. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est quasiment que des qualités. Sauf que mené dans l'excès, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui n'est pas sain. On devrait, entre ne pas l'être du tout et l'être trop, il y a une espèce de juste milieu là-dedans. 13e point, il vous arrive de vous auto-isoler. Vous êtes parfois auto-isolé, vous êtes parfois seul et du coup, ça vous rend parfois plus exposé aux abus. Et 14e et dernier point, vous êtes impressionnable, et ça a été mon cas pendant très longtemps, vous êtes extrêmement impressionné ou curieux en voyant des nouvelles choses, qui est encore une fois un signe d'intelligence, mais du coup… quand vous voyez une personne qui est intéressante, quand vous voyez un concept qui est intéressant, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, alors vous allez le mettre sur un piédestal ou avec beaucoup trop de hauteur ou d'importance par rapport à ce qu'il a. Et du coup, comme vous serez impressionné, ça va quasiment devenir obsessionnel de vouloir être près de cette personne, être avec ce groupe d'amis, avoir ce genre d'objet. Ou une personne qui possède un objet rare, quelque chose qui vous fait plaisir, va vous impressionner. Et du coup, vous serez, on sera. Je me mets un peu moins dedans aujourd'hui. J'ai quand même pas mal bossé dessus ces dernières années. En tout cas, quand on est impressionné par quelque chose, on est encore une fois potentiellement victime d'abus parce que cette personne sait qu'elle peut nous agiter des marionnettes devant les yeux, un objet, une personne, une relation, une femme, un homme, une soirée, un événement, un contrat. Les gens savent qu'ils peuvent nous montrer ça. On sera impressionné par ça parce que c'est ce qu'on espère. Et nous, dans notre gentillesse, on espère aussi que les autres seront gentils de la même manière. Et du coup, on est impressionnable et du coup, on est exposé aux abus. Vous l'avez bien compris, le codépendant est la victime parfaite du pervers narcissique. Si jamais vous voulez faire le test, cliquez en dessous. Est-ce que cette personne est un pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et je serais curieux de savoir si vous avez plus que 7 points sur les 14 que j'ai listés dans cette vidéo aujourd'hui. Mettez-moi les commentaires en commentaire. Je serais extrêmement curieux de savoir si vous êtes dedans, vous qui me suivez au quotidien, si vous êtes dedans ou pas. Parce que la codépendance, c'est quelque chose qu'il faut traiter. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais qui permet, une fois qu'on l'a traité, de ne plus être potentiellement victime des pervers narcissiques. Voilà mes amis, je vous aime. Salut à tous. Bye.